l'origine de chaque entreprise, de la construction de chaque entreprise, il y a une petite étincelle. Une petite étincelle qui éclaire un noyau d'entrepreneurs au fond d'un garage qui sont en train de refaire le monde. Ils créent, ils inventent un nouveau procédé, un nouveau produit, une nouvelle manière d'attaquer un marché. En un mot, ils innovent. Et que vous vous appeliez Bill Gates, James Dyson, Henry Ford, ou plus modestement Pierre Synodinos, c'est juste une expérience de vie incroyable. Il y a un plaisir quasi palpable et vous êtes gorgé d'une énergie qui va booster incroyablement votre création d'entreprise. Le problème, c'est que cette petite étincelle, elle ne se déploie pas dans l'organisation. Elle ne va pas toucher l'ensemble des salariés quand l'entreprise se développe. Alors l'entreprise continue malgré tout à innover, mais elle le fait de manière différente. Elle investit dans des startups, elle rachète d'autres cabinets. Et mon sujet, il est là. Il est exactement à cet endroit-là. Il est comment faire pour que cette petite étincelle se propage dans l'organisation et puisse toucher l'ensemble des collaborateurs. Alors ma réponse à cette question, c'est qu'il faut scaler l'intention et la culture et pas le produit. Scaler, ça veut dire déployer, multiplier. Alors pour comprendre ce que je veux dire à travers ça, on va ensemble ce soir créer une entreprise de restauration, et on va regarder son développement sur les deux possibilités. Imaginez qu'on soit 3 copains, on se connaît depuis très longtemps, on est passionnés de cuisine, passionnés de bio et passionnés de cycle court. On aime bien parler directement aux producteurs. Et notre truc à nous, c'est quoi ? C'est de rendre le bon accessible à toutes les bourses. Et on a envie de créer un restaurant. Alors régulièrement, on se réunit chez les uns, chez les autres, et puis on essaye de trouver la recette qui va incarner notre restaurant. Et puis un soir, il y a l'un de nous 3, Max, qui arrive. Il arrive avec un burger. Et il nous le fait goûter. Et là, instantanément, on sait qu'on a trouvé la recette, on a trouvé le produit. Son truc est incroyable. Derrière, tout est facile. On trouve le nom, c'est Max qui a amené le produit, donc on appelle ça Big Max. N'y voyez aucune allusion. On trouve notre baseline qui est le meilleur burger au meilleur prix, cohérente avec notre intention. Et on s'installe à Grenoble. Et instantanément, le bouche à oreille fonctionnant, il y a la queue devant le magasin. C'est un succès foudroyant. Tellement foudroyant qu'il y a un fonds d'investissement qui vient nous voir et qui nous dit « Mais votre truc, c'est génial, je vais vous aider à le déployer. » Et nous, on dit « Évidemment, oui. » Et donc, nous voilà partis à recruter des équipes à Paris, à Madrid, à New York, à Athènes. Et puis, à chaque fois, il se passe la même chose. On arrive, on leur fait goûter notre burger. Et ensuite, on leur explique très précisément comment ce burger est fabriqué, de manière à ce qu'ils répliquent très précisément la recette et que l'expérience client soit la même partout. Et ça fonctionne. L'entreprise se développe, on gagne de l'argent. C'est une modalité de développement qui est à la fois rassurante, mais qui est performante. Moi, j'ai juste 2 soucis avec ce modèle-là. Le premier souci, c'est que, quitte à recruter des gens pour exécuter, autant prendre des robots. Ma conviction, c'est que ce qui fait un humain, c'est sa capacité à créer. Ce n'est pas sa capacité à exécuter. Et puis la deuxième chose, c'est que quand je suis à New York, j'aime bien Grenoble, mais je n'ai pas envie de manger la même chose que quand je suis à Grenoble. Alors regardons un peu ce que le deuxième business model serait capable de nous proposer par rapport à ces 2 contraintes. Ça démarrerait pareil. On va recruter des gens, sauf que cette fois-ci, au lieu de les recruter sur leur capacité à exécuter, on va recruter des gens qui ont la même passion que nous. Des gens qui sont passionnés de cuisine, passionnés de bio, passionnés de circuits courts, des gens qui ont la même préoccupation que nous, qui est de rendre le bon accessible à toutes les bourses. Et puis des gens qui ont envie de créer un restaurant. Et on leur présenterait notre burger, mais non pas pour qu'ils le copient, pour qu'ils s'en inspirent. Et à partir de là, vous comprenez bien qu'on aura autant de burgers différents que d'équipes. Donc on n'est pas loin de la solution, puisque finalement, on a réussi à propager l'étincelle,
puisqu'on a réussi à faire vivre la même expérience à toutes les équipes, la même expérience que celle que les fondateurs ont eue. Et on est tous une communauté alignée sur une intention commune. Mais l'entreprise qu'on a créée, elle est drôlement singulière, puisque quand on y réfléchit 2 minutes, c'est quand même la première entreprise qui ne vend jamais le même produit. Je vais le redire parce que j'adore cette phrase. C'est la première enseigne qui ne vend jamais le même produit. C'est juste un concept, moi, qui m'excite beaucoup et que j'ai envie d'explorer plus profondément. Et si on regarde un petit peu plus profondément ce modèle, finalement, on voit qu'il a 3 caractéristiques intéressantes autour de l'innovation, du marketing et de son impact sur l'humain, sur ses salariés. Alors, on comprend rapidement qu'au niveau de l'innovation, c'est juste une machine incroyable. Et puis, c'est une machine qui a la particularité d'être organique, c'est-à-dire que c'est les salariés qui créent et qui innovent. Ce n'est pas une innovation qu'on va chercher à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça lui donne une grande solidité. Et puis, c'est une innovation qui est quasi infinie. Pour une première raison qui est que votre territoire d'innovation, c'est votre mission. Et notre mission, c'est le meilleur burger au meilleur prix. Il suffit de la changer pour réouvrir un nouveau terrain d'innovation. La meilleure salade au meilleur prix, le bon au meilleur prix. Et là, on ouvre de nouveaux territoires d'innovation possibles. Et la vraie raison pour laquelle c'est vraiment inépuisable comme innovation, c'est que ça s'appuie sur la diversité des humains. Ça s'appuie sur la singularité de chacun. La singularité, vous savez, c'est ce qui est à l'intersection de votre patrimoine génétique, de votre culture et de votre éducation. Et ça fait de chacun d'entre nous ici une personne unique. Et donc l'innovation qui s'appuie là-dessus sera forcément inépuisable. Alors quand on parle d'innovation, le marketing n'est pas très loin. Et oups, on n'a pas fait d'études marketing. On a juste fait l'inverse. Traditionnellement, le marketing, il aurait consisté à quoi? Il aurait consisté à prendre un panel, à l'étudier et à fabriquer le produit qu'on imagine que ce panel va désirer. Là, on n'a pas du tout fait ça. On a créé un produit que nous aimions et ensuite on a vérifié qu'il y avait un marché. On a juste fait complètement l'inverse. Et ce qui sous-tend cette démarche, c'est le fait qu'on a la conviction que l'humain est le meilleur capteur des tendances et qu'on fait confiance à son intuition. Alors c'est quelque chose qui est discutable, largement discutable. En revanche, j'ai beau réfléchir, je me dis qu'il n'y a pas une étude marketing ou il n'y a pas une analyse de big data qui va me conseiller d'aller challenger Accor en créant Airbnb. C'est trop irrationnel. Il n'y a qu'un humain qui peut penser quelque chose comme ça. Donc l'humain, il est au cœur de notre dispositif et on va regarder la dernière catégorie pour regarder ce que notre modèle donne par rapport à cet humain. Et pour faire ce slide, on a hésité entre le terme d'humain et le terme de salarié. Finalement, on a retenu humain, mais on a compris que c'était précisément dans cette contradiction que se posait le problème. On ne va pas se le cacher, il y a une vraie difficulté aujourd'hui dans les entreprises pour arriver à capter les talents qui sortent de cette merveilleuse école et d'arriver à les faire rester dans l'entreprise. Ça devient quelque chose de chronique et quelque chose qui est de plus en plus problématique. Et c'est quelque chose qui se comprend quand on prend un peu de recul, parce que finalement, l'intention d'une vie, c'est quoi? C'est d'être heureux et c'est d'arriver à s'épanouir pour être heureux. Et il y a une forme de déséquilibre entre l'importance de cette intention personnelle et le temps arithmétiquement qu'on y consacre pendant notre vie active. Si vous enlevez le sommeil, pendant votre vie active, vous passez 40% de votre temps dans l'entreprise. Je ne vais pas faire un sondage, mais je suis persuadé que ce temps-là n'est pas exclusivement consacré à votre épanouissement, mais plus probablement à maximiser du profit quelque part. Donc là, on a un déséquilibre qui est de plus en plus conscientisé et qui fait qu'effectivement, les grandes entreprises ont du mal à recruter. Alors comment notre modèle y réagit par rapport à ça? Notre modèle, il est pas mal parce que déjà, il propose du sens, rendre le bon accessible à tous. Et puis, il propose une communauté. Et enfin, il met entre les mains de tous les salariés l'activité qui est probablement la plus épanouissante qui soit, qui est la création.
celle qui est naturellement réservée aux artistes, aux entrepreneurs. Là, ou à l'extérieur de l'entreprise. Là, on l'amène dans l'entreprise. Ce qui fait que le paradigme vie perso, vie pro s'en trouve complètement chamboulé. C'est plus le sujet. Le sujet, c'est où est-ce que je pratique des activités qui vont m'épanouir en tant qu'humain. Alors, ce n'est pas le seul paradigme qui est chamboulé par notre approche. Il y en a un autre, c'est le financier. Je ne sais pas s'il y a des directeurs financiers dans la salle, mais en tout cas, quand on va aller voir notre fonds d'investissement pour se déployer à l'international, et qu'on va lui expliquer qu'on va créer une filiale à New York, et qu'on va lui dire, on ne sait pas quel produit on va vendre, et on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le produit. Moi, je dis ça, mais je suis à peu près convaincu qu'il n'y en a pas un qui va nous suivre. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. On n'est pas encore assez avancé sur ce type d'organisation pour trouver la réponse à cette question. En revanche, j'ai deux convictions. La première, c'est que je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'autant d'innovations ne se concrétisent pas à un moment donné dans des succès commerciaux et du cash. Ça, c'est la première conviction. Et la deuxième conviction, elle est que je pense qu'on a toujours intérêt à s'aligner, à rester proche de son ADN et à travailler sa singularité. C'est vrai pour un individu, mais c'est encore plus vrai dans une entreprise. Un seul exemple. Pendant la crise qu'a traversée la presse écrite avec l'arrivée du digital, il y a un journal qui a traversé ça de manière sereine, c'est le Canard enchaîné, qui a toujours été profitable et qui est encore profitable aujourd'hui. Il est resté parfaitement aligné sur son intention. Alors, si on a des difficultés de financement, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'on est au début de l'histoire. C'est-à-dire que cette entreprise que je suis en train de vous décrire et d'essayer de vous faire imaginer, elle existe déjà un petit peu. Il y a déjà des signaux faibles qui montrent qu'elle est déjà parmi nous. Le premier, c'est autour du recrutement. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui affichent l'élément culturel comme étant un critère essentiel, voire principal dans le recrutement. Prenez une entreprise comme Airbnb. Airbnb ne passe jamais d'annonce, ne prend que les candidatures spontanées. Et pendant le processus de recrutement, il y a un entretien qui est dédié à vérifier l'alignement culturel du candidat avec l'entreprise. Et cet entretien, il a lieu tous les ans pendant toute votre vie chez Airbnb. Un autre exemple plus récent, dans le sport, avec l'équipe de France et avec Deschamps. Deschamps n'a pas été chercher le meilleur technicien à ce poste-là. Il a pris le technicien qui était capable de se marier avec la culture qu'il était en train de construire et d'accepter le collectif et l'intention. On a vu le résultat. Il y a un autre sujet qui bouge beaucoup aujourd'hui dans les entreprises, c'est le management. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'innovation managériale. Et en particulier une chose autour du management par le pourquoi versus le management par le comment. Rapidement, le management par le comment, c'est si demain vous avez un collaborateur à envoyer à Marseille, vous allez lui processer complètement la chose en disant tu prends telle voiture, tu passes par telle route, tu t'arrêtes à telle station d'autoroute pour faire le plein et pour manger, et vous allez comme ça lui indiquer tout ce qu'il a à faire jusqu'à son arrivée à Marseille. Là, vous êtes dans le management par le comment. Le management par le pourquoi, ce serait déjà de lui expliquer pourquoi il doit aller à Marseille et ensuite de lui donner un cadre et non pas un process. Lui dire voilà, tu as un budget de 50 € et tu dois y être avant demain 10 h. Et là, si on travaille comme ça, on va vite se rendre compte que 3 collaborateurs auront 3 solutions différentes pour aller à Marseille en respectant les contraintes et l'intention. Alors le fait que ça bouge comme ça dans les organisations, c'est super rassurant. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui me rassure terriblement. Parce qu'on est quand même en train de parler d'un sujet lourd. On est encore en train de parler de l'épanouissement individuel et de l'entreprise. Et on est en train de donner une visée plus humaniste à l'entreprise. C'est pas rien. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est qu'en scalant l'intention et la culture, et non pas le produit, on est arrivé à propager notre petite étincelle. On a permis à la singularité de chacun de s'exprimer. Et on a créé des entreprises plus innovantes, plus épanouissantes et beaucoup plus singulières. Et moi, ça me rassure terriblement parce que j'ai 2 craintes. La première, c'est qu'avec la mondialisation et le digital qui vient amplifier ce phénomène-là,
on parle tous anglais, on mange tous la même chose, on lise tous les mêmes brèves et on est tous le même téléphone. Ça ne m'enthousiasme pas. Et ma deuxième crainte, elle est, ou plutôt un espoir, le fait d'accéder à sa singularité, le fait de pouvoir l'identifier, l'accepter et la vivre, c'est juste une chance énorme et c'est quasiment le chemin d'une vie. Et ça, je voudrais que ce soit accessible au plus grand nombre, pas simplement à ceux qui osent franchir la barrière, devenir artiste ou entrepreneur, mais que tout le monde puisse profiter de ça. Parce que la singularité, c'est quelque chose de très précieux. Et je vais me servir des mots de quelqu'un d'autre que moi, qui s'appelle Jacques Prévert, qui a écrit un poème qui m'accompagne depuis très très longtemps, qui est un poème qui a été écrit pour parler de l'adolescence et qui, moi, me parle de singularité. Et comme c'est souvent le cas dans les œuvres d'art, ça échappe à l'intention de son créateur. Silence de vie de Jacques Prévert. Je ne veux rien apprendre. Je ne veux rien comprendre ni retenir. De morte voix, je ne veux plus entendre ce vacarme sourd et bruyant de phrases et de chiffres, de nombres et d'idées. Depuis longtemps déjà, même en se taisant, la vie chante avec moi quelque chose de beau. Je refuse votre langage. Je n'entends plus votre langage. Je refuse votre cerveau, un autre cerveau, dit l'enfant sauvage. Merci.